Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un moment vraiment clé des tests d'intrusion, la phase d'attaque. Oui, Les sources qu'on a consultées décrivent ça comme le moment où, bon, la simulation devient très concrète. On essaye vraiment de passer les défenses. c'est ça. Notre objectif, c'est de comprendre comment ces tests aident à trouver les failles avant les vrais attaquants. Un peu comme tester ses alarmes avant de partir, mais pour un système entier. Tout à fait. En fait, cette phase, c'est utiliser des techniques d'attaque, mais de manière contrôlée, pour simuler ce qu'un pirate ferait. D'accord? Le but, c'est pas de faire des dégâts, hein, c'est de découvrir. Est-ce qu'on peut rentrer sans y être autorisé? Est-ce qu'on peut obtenir plus de droits, genre passer de simple utilisateur à admin? Mhm. Et surtout, quelles infos précieuses on peut récupérer? C'est vraiment une évaluation pratique de la sécurité. Et tout ce qu'on trouve, on le note bien pour le client, pour qu'il puisse se renforcer après. Alors, les sources parlent de plusieurs actions clés. La première, c'est l'exécution d'exploits. On mentionne des outils comme Metasploit. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est juste appuyer sur un bouton? Ah non, pas tout à fait. Metasploit, c'est plus une énorme boîte à outils pour les testeurs. Ça contient plein d'exploits connus, du code qui profite de failles précises dans des logiciels. D'accord. Mais c'est pas automatique. Il faut choisir le bon exploit pour la cible, le régler, parfois même l'adapter un peu. Il y a d'autres outils aussi, hein. BEF, par exemple. Ça vise les navigateurs web. Ah oui. Ou SQL Map, qui cherche les failles d'injection SQL. C'est quand on peut manipuler une base de données via un formulaire web mal protégé, par exemple. C'est souvent par là qu'on cherche une première porte d'entrée. Très intéressant. Donc on exploite une faille logicielle. Mais les sources parlent aussi de contourner les défenses, et même les défenses physiques. Ça m'a un peu marqué. Le crochetage de serrures, le clonage de badges RFID, c'est fréquent ça. Bah oui, absolument. La sécurité, c'est une chaîne. Et le maillon faible, ça peut être une porte, un badge. Le clonage RFID, par exemple, c'est copier les infos d'un badge d'accès, parfois sans que la personne s'en rende compte. Incroyable. Et hop, on peut entrer physiquement. Pour le réseau, on va utiliser des techniques comme la rotation de proxy ou le réseau Tor pour masquer d'où vient l'attaque, pour déjouer la surveillance. D'accord. L'idée, c'est vraiment de tester toutes les couches, pas juste le logiciel. Et souvent, ce sont des mauvaises configurations, un type de faille cité par le NIST, qui rendent ça plus facile. Des paramètres par défaut pas assez sûrs, par exemple. Mhm. Une fois qu'on est dedans, même avec un petit accès, l'étape d'après, c'est d'obtenir des privilèges élevés. Pourquoi c'est si important de devenir admin? Parce qu'un accès de base, souvent, il est très limité. Et il peut être supprimé facilement. Mhm. Alors que si on a les droits admin, là, on a les clés du système. On peut aller partout, voir les données critiques, changer des configurations, même laisser une porte dérobée pour revenir. Ah oui, carrément. Et pour y arriver, on exploite souvent des problèmes d'autorisation sur des fichiers, des services, ou des failles comme les débordements de mémoire tampon. C'est quand on envoie trop de données à un programme pour, le forcer à exécuter notre propre code. Encore des failles classiques que le NIST a bien identifiées. Je vois. Et la dernière étape mentionnée, c'est les activités post-attaque. Une fois qu'on a les pleins pouvoirs, on cherche quoi au juste? Là, l'idée, c'est d'évaluer l'impact. Si un vrai attaquant arrivait jusque-là, qu'est-ce qu'il pourrait faire? Quelle est la valeur de ce système compromis? D'accord. On cherche les données sensibles, les fichiers clients, les secrets de fabrication, les mots de passe, les plans du réseau. On essaie aussi de voir si ce système peut nous ouvrir d'autres portes sur le réseau. Pour aller encore plus loin. Exactement. Cartographier les dégâts potentiels. Et documenter comment on pourrait rester discrètement, comme le ferait un attaquant qui veut s'installer. Une mauvaise validation des entrées, une autre catégorie du NIST, peut aussi nous aider à ce stade, pour accéder à des choses imprévues. Donc cette phase d'attaque, c'est vraiment une simulation très réaliste pour voir où ça peut casser et ce que ça expose vraiment. C'est tout à fait ça. Ça montre les faiblesses concrètes, qu'elles soient techniques, humaines ou physiques. Et le rapport qu'on fournit à la fin, il est crucial. Il dit pas juste « il y a un trou ». Non, il explique comment. Voilà, il dit « voici comment on est entré, voici ce qu'on a pu voir ou faire, et voici comment réparer ». Et la valeur de ce qu'on a trouvé, ça aide aussi à décider quelles réparations sont les plus urgentes. C'est très clair. Les sources nous donnent un processus assez structuré, des outils, des catégories de failles connues comme celle du NIST, mais ça me fait réfléchir. Savoir qu'il y a des grandes catégories comme les mauvaises configurations ou les débordements de tampons, comment ça aide concrètement le testeur face à un système qui est toujours un peu unique? Quelle est la part d'intuition, d'expérience pour trouver la faille spécifique qui va marcher là maintenant, au-delà des outils et des listes? Quelle place pour l'adaptation, l'improvisation peut-être dans ce métier?